de ce qui prime désormais sur la logique de moyens dans le cadre de la gestion des affaires publiques. Autonomie sous forme de contrat de performance, c'est le sujet de la rubrique économie de ce journal. Et puis c'est l'un des espaces les plus fréquentés et les plus connus de Dakar, le marché Grand Yoff, créé en 1961. Il s'est littéralement agrandi au fil des années. De jour comme de nuit, plusieurs activités commerciales rendent l'endroit bruyant et bondé de monde. Tout sur le commerce, le petit commerce à Grand Yoff, dans la série consacrée à cette commune. Bonsoir à tous et bienvenue. Formation, transfert de compétences et infrastructures, ce sont là les trois axes de l'accord cadre signé ce matin entre le Sénégal et le Kazakhstan. C'est l'une des premières retombées de la visite officielle que le président Macky Sall a entamée ce jeudi dans ce pays pétrolier, considéré comme le plus riche de l'Asie centrale. Envoyé spécial au Marning. En venant pour la première fois en visite officielle au Kazakhstan, le président Macky Sall mesure l'importance d'un pays dont le partenariat avec le Sénégal présente un grand intérêt. À l'accueil, le ministre de la Culture lui transmet l'honneur de tout un peuple qui apprécie la réponse ainsi faite à l'invitation du président Nazarbayev. L'acte posé par le président Macky Sall témoigne donc de la volonté des peuples et gouvernements des deux pays de développer les liens du fait de ces importants gisements de pétrole et de gaz. Nation à majorité musulmane, le Kazakhstan est aussi très respecté en raison de son rôle moteur dans le dialogue des religions et des cultures. Un facteur de rapprochement ainsi trouvé avec le Sénégal qui offre la même posture. Les perspectives de coopération trouvent dès lors un fondement. Ainsi, après l'installation du président de la République, le sport se signale avec des résultats immédiats. Ici, le ministre Matarba et son homologue signent un accord cadre très significatif. Nous sommes très heureux de constater les progrès sur le plan sportif qui se font au Sénégal. Et nous voudrions, à travers l'accord que nous venons de signer, favoriser encore plus le développement des relations sportives entre nos deux pays. Cette signature de cet accord cadre-là permettra à nos deux pays, en tout cas, de pouvoir échanger dans le domaine de la formation, dans le domaine du transfert de compétences, mais aussi ça permettra de poursuivre les efforts dans le domaine des infrastructures. Nous tous, nous savons que le Kazakhstan est un pays de sport. L'athlétisme est très fort. Ici, on a le football qui est très populaire, le hockey, l'haltérophilie surtout. Je pense plutôt à l'haltérophilie avec nos lutteurs, mais aussi le handisport. Donc, je pense que c'est un accord extrêmement important qui peut permettre au Sénégal de pouvoir gagner et de permettre aussi à nos fédérations de pouvoir envoyer nos équipes pour la préparation des athlètes de haut niveau. Le sport n'est pas le seul secteur. D'autres volets aussi importants que l'énergie, l'agriculture, les infrastructures routières et la coopération militaire seront évoqués au cours de l'entretien prévu ce vendredi entre le président Macky Sall et son homologue Nursultan Nazarbayev. L'uniforme fait son retour à l'École nationale d'administration ENA. La recommandation a été faite par le président de la République lors du forum de l'administration qui s'est tenu le mois dernier. Le Premier ministre qui était présent sur les lieux a par ailleurs souligné la nécessité de doter l'ENA d'équipements informatiques pour la formation en permanence des cadres de l'administration. Cher Bambagay. Un note de marque à l'École nationale d'administration. Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. À l'arrivée, tout d'abord, la levée des couleurs. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est venu constater de visu l'application de la directive du président Macky Sall lors de la tenue du forum de l'administration qui marque le retour de l'uniforme à l'ENA plus de 20 ans après. Réinstaurer le port de l'uniforme pour ses élèves. Une mesure qui avait été
abandonné depuis déjà plus de 20 ans. Et c'est ce retour du port de l'uniforme en tant que symbole pour une administration publique de discipline, de travail et d'engagement. Ensuite, le chef du gouvernement a rendu hommage à l'ENA qui a formé de hauts cadres à travers ses brillants professeurs. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre hommage à ce centre, ce creuset, ce centre d'excellence qui en a vu passer des générations de gouverneurs, des générations de commissaires aux enquêtes économiques, pour ne citer que ces deux corps, et des générations, j'allais dire, de hauts fonctionnaires, ce qu'il y a de mieux que l'administration publique recèle comme compétence. Pour une administration de qualité, le Premier ministre promet la dotation d'outils informatiques pour une formation continue des administrateurs, surtout ceux qui ne sont pas à Dakar. Tout le monde ne travaille pas à Dakar. L'administration au service du citoyen, c'est une administration qui est aussi à Fongolembi ou à Bakel. Donc il faudrait, à partir de tout le territoire national, que dans le cadre de la formation continue des agents de l'administration, que la plateforme technique et technologique du centre de formation à distance puisse servir. Ce fut une visite symbolique et fructueuse à la fois pour l'École nationale d'administration. Enfin, le Premier ministre a exprimé l'engagement du chef de l'État à accompagner l'ENA, qui demeure un pilier de l'administration sénégalaise. La problématique de l'emploi est au cœur des préoccupations du gouvernement. Le conseil interministériel présidé ce matin par le Premier ministre a réuni plusieurs acteurs, des syndicalistes et des agences pour faire l'évaluation des politiques menées. Plusieurs réformes sont prévues pour réduire le taux de chômage, indique le chef du gouvernement en cette année 2016 dédiée à l'emploi. François Seck. La lutte contre le chômage et le sous-emploi est la priorité nationale 2016 du gouvernement. Plusieurs stratégies de promotion d'emploi ont été mises en place ces dernières années. Il s'agit de la mise en place d'institutions publiques chargées de promouvoir l'emploi, de fonds de financement pour la promotion de l'auto-emploi, de l'expérimentation du partenariat public-privé à travers la convention État-employeur, et enfin de l'amélioration du système d'information sur le marché de l'emploi et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, par une analyse des données statistiques, il s'agit de procéder à une évaluation des politiques développées. La faiblesse du capital humain dans notre pays, qui est liée à la structure de notre population, puisque les statistiques montrent que plus de 62% des jeunes ont entre 15 et 35 ans. Donc plus de la moitié de la population est jeune. Le taux de chômage est aujourd'hui à 13,4% et 46% des demandeurs d'emploi n'ont pas de formation et n'ont pas de diplôme. C'est une des raisons qui explique les difficultés que nous avons, malgré le chiffre élevé et le taux élevé de notre croissance, à créer de l'emploi. De 2012 à aujourd'hui, nous avons créé 234 260 emplois hors secteur agricole. Depuis l'arrivée du président Macky Sall, il y a à peu près 34 BTS qui ont été créés dans les différentes filières. Après un diagnostic sans complaisance, des réformes portant sur le code du travail, le statut fiscal, la convention État-employeur sont prévues. La vocation de l'État, c'est de mettre en place un environnement favorable à la création d'emplois, ce qui justifie tous ces dispositifs et toutes ces réformes qui portent sur les institutions publiques dédiées à la création de l'emploi, qui portent également sur des fonds publics asservis au financement de projets, à l'actualisation de la convention État-employeur et à l'amélioration du système d'information pour l'emploi, étant entendu que dans le cadre de la politique de création d'emplois, l'axe de l'entrepreneuriat et le auto-emploi sont des axes qui sont assez positionnés au niveau central. Il est demandé au ministre en charge de l'environnement et du développement durable de promouvoir davantage les emplois verts, puisque ce sont des sources énormes et importantes de création d'emplois. D'autres actions seront menées, notamment la création d'un guichet unique du Haut Conseil de l'emploi. Pour un bon pilotage de la politique de l'emploi, des bourses seront créées par grands projets du Plan Sénégal émergent, l'objectif étant d'atteindre 600 000 emplois à l'horizon 2023.
La revue sectorielle conjointe annuelle sur l'eau et l'assainissement s'est tenue ce matin. Des efforts restent à faire, mais notre pays a fait des pas considérables pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans ce secteur. 3 personnes sur 4 ont accès à l'eau potable, soit 90% de la population. Pour l'assainissement, les taux d'accès sont respectivement de 62,2% et de 36,7% en milieu urbain et rural. Des performances appréciables selon les partenaires. Fatou Sakho. Cette 9e revue sectorielle annuelle a été l'occasion pour l'État et les partenaires de faire le bilan des réalisations et investissements pour l'accès à l'eau, sa qualité, l'assainissement urbain et rural. Concernant donc l'hydraulique surtout urbaine et rurale, donc des avancées significatives ont été notées avec des taux qui sont supérieurs par rapport à ceux attendus avec les OMD. En hydraulique urbaine, vous avez constaté, globalement on a un taux de 82%, un taux global, et l'urbaine on a 98%, et en milieu rural on a 82%, d'où un taux global de 87% environ. Concernant l'hydraulique, d'une manière générale, les taux sont satisfaisants, bien que la couverture en tant que telle, il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Si pour l'accès à l'eau, les performances dépassent les prévisions, l'assainissement, malgré quelques avancées, est encore à la traîne. Quand on se compare par rapport à la moyenne sous-régionale, les taux sont très satisfaisants. Nous avons 37% environ en milieu rural et 62,2% en milieu urbain en termes d'assainissement amélioré. Donc ça, c'est dû vraiment à peut-être des financements qui ont été ralentis durant une certaine période. Mais aujourd'hui, l'État a défini une nouvelle stratégie pour l'assainissement rural et nous nous sommes inscrits dans la mobilisation de nouveaux financements. C'est déjà le cas pour l'assainissement urbain avec plus de 250 milliards mobilisés. Et pour l'assainissement rural également, nous avons de nouveaux financements et nous comptons impliquer le secteur privé, impliquer les collectivités locales, impliquer les ménages et faire en sorte que l'assainissement puisse être perçu comme un problème de santé publique. Pour les sous-secteurs de l'eau et de l'assainissement, les partenaires et bailleurs s'accordent sur les efforts considérables réalisés par le Sénégal. Cependant, les disparités d'accès qui subsistent entre le milieu urbain et le monde rural restent à combler. Nous sommes confiants que l'implication du secteur privé va certainement alléger le fardeau des populations rurales. Les réformes et le leadership du gouvernement nous orientent vers une approche harmonisée. Cependant, il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir mener les réformes à terme. Notamment, la finalisation dans les meilleurs délais de la lettre politique sectorielle de développement et la définition d'une feuille de route pour la validation des objectifs du développement durable du secteur eau et assainissement. Des questions qui seront prises en compte dans les échanges qui se poursuivent jusqu'au 20. Dans les perspectives, une réforme de seconde génération est en vue pour l'atteinte des ODD. Et dans ce cadre, l'entrée en scène d'un nouvel opérateur pour la gestion de l'hydraulique en 2018 n'est pas exclue. Promouvoir le numérique à travers une synergie des projets en cours et ceux en perspective. C'est l'objet de cet atelier de partage organisé par le ministère des Ports et des Télécommunications. Avec l'aide de partenaires, l'accès au numérique devrait être décentralisé. Compte rendu de Philomène Constance Cagne. En l'absence d'un cadre de concertation entre acteurs des technologies numériques, cette rencontre trouve tout son intérêt. Elle devrait constituer une plateforme de dialogue pour mutualiser les efforts déployés en matière de promotion du numérique. Nous avons en perspective plusieurs projets et programmes dans ce secteur-là, notamment du point de vue institutionnel. Il s'agit de la révision du Code des télécommunications, pour mieux l'adapter au contexte et également ouvrir le secteur à d'autres opérateurs tels que les fournisseurs d'accès à l'Internet, les MVNO, et sur ces 2 points, je pense que peut-être même d'ici la fin de l'année, nous allons le faire, les opérateurs d'infrastructures. Donc, qui nous permettra un peu de stimuler la concurrence et de faciliter le développement de l'économie numérique en permettant à tous les Sénégalais d'avoir accès à l'Internet et à la téléphonie. L'Internet à haut débit, mais également à moindre coût. Pour mieux diligenter les projets d'accès et de désenclavement du numérique, une synergie des actions est indispensable, ce qui explique cette signature de convention de partenariat. Nous venons de signer un mémorandum d'entente avec ZTE qui va nous accompagner. Et au-delà des initiatives qui sont menées ça et là, c'est de permettre
aux zones desservies, notamment aux collectivités locales dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, d'avoir des plateformes avec une gamme de e-services qui permettent aux populations d'avoir accès à l'Internet, d'avoir accès à des services, puisque aujourd'hui, comme on l'a dit et comme on le constate, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont devenues incontournables pour le développement durable de nos territoires. Autant dans l'éducation que dans les collectivités locales, la promotion du numérique est de mise. Conscient du rôle incontournable des technologies numériques dans le développement durable, les acteurs optent pour des actions communes. Nous restons dans le numérique. Le projet d'appui à l'enseignement supérieur de l'UEMOA a remis du matériel informatique au ministère sénégalais de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce geste vient en appui pour la collecte et le traitement, mais également l'analyse des données statistiques dans les universités. Anaïs Nyanyambane. Le projet d'appui à l'enseignement supérieur et l'UEMOA subventionne les États en matériel informatique. Au Sénégal, un important lot a été octroyé au ministère de l'Enseignement supérieur en guise d'accompagnement. Nous avons reçu donc 7 ordinateurs de bureau, 2 ordinateurs portables, un serveur, des disques durs, des imprimantes, des switches et les accessoires qui vont avec et les licences permettant donc de travailler. Il s'agira d'utiliser ce matériel, encore une fois, afin de travailler sur des données fiables. L'outil statistique est un instrument incontournable en matière de collecte d'informations pertinentes, de traitement approprié des données et d'aide à la décision et à la bonne planification des politiques publiques. Aussi, notre institution est heureuse de contribuer à la consolidation de vos acquis et au renforcement de vos capacités de production de statistiques de qualité. Les statistiques jouent un rôle important. Ce lot de matériel informatique destiné aux universités et aux instituts va améliorer la qualité du traitement des données. Les données au niveau de l'enseignement supérieur dans nos différents pays n'ont pas toujours été disponibles ou disponibles au moment où on en avait besoin. Et c'est une préoccupation très forte de nos États. Et l'UEMOA, en offrant cet équipement, nous permet évidemment de réaliser cet objectif, qui est un objectif essentiel au niveau du pilotage, au niveau aussi de l'évaluation du système, puisque nous sommes dans le cadre d'une gestion axée sur les résultats. Et en le faisant pour les 8 pays, c'est aussi une manière de faire en sorte que nos différents pays puissent marcher du même pas pour aller vers les standards internationaux. L'utilisation à bon escient de ces outils pédagogiques devrait permettre d'avoir des données statistiques fiables. C'est tout le souhait des responsables de l'enseignement supérieur et de l'UEMOA. Le projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre a organisé un atelier international sur la prise en charge effective du genre dans les politiques publiques. La rencontre a été présidée par Maria Massar, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance à Bassao. L'identification des bonnes pratiques en matière d'intégration du genre dans les politiques publiques est devenue une nécessité. C'est tout le sens de cet atelier international de capitalisation des budgétisations sensibles au genre mises en œuvre par le PASNEC. Il s'agit du projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre. Cette première phase, c'est une phase de capitalisation des expériences. Ensuite, cet atelier devra déboucher sur des recommandations phares. Après cet exercice de testing, d'expérimentation, on devra déboucher vers l'élaboration d'une méthodologie consensuelle, applicable à tous les secteurs et applicable au niveau local et au niveau central. Partenaires techniques et financiers, pouvoirs publics ont partagé ces travaux avec comme fil conducteur la budgétisation sensible au genre, un levier de croissance économique et d'inclusion sociale. Il s'inscrit dans la dynamique d'amélioration de l'efficacité de la dépense publique et accorde une égale attention aux besoins et intérêts différenciés des citoyens et des citoyennes. L'atelier vise à échanger et partager les expériences nationales et internationales en vue d'identifier des méthodologies, procédures et outils novatrices aptes à assurer les conditions d'une meilleure prise en charge du genre dans les politiques
projets et programmes, notamment les processus de préparation des budgets de l'État et des collectivités locales, la planification, l'exécution et le suivi-contrôle des dépenses publiques. Les directives de l'UEMOA ont fait objet de discussion et de partage, une manière d'inclure les politiques sous-régionales pour mieux assurer une prise en charge du genre dans les politiques de développement économique et social. Quels sont les impacts des contentieux bancaires sur l'économie sénégalaise? Une étude a été menée pour faire face à certaines entraves à l'investissement. C'est autour de ce sujet que s'est tenu ce matin un atelier de partage. Les détails avec Ibrahim Andonga. Elle constitue un frein à l'accroissement des investissements, impacte aussi négativement l'économie. Les lenteurs judiciaires dans les contentieux bancaires, toujours une question d'actualité. Une situation qui mérite des solutions appropriées et rapides. C'est d'ailleurs ce qui explique cet atelier de partage de l'étude sur les contentieux bancaires et les décisions de justice au Sénégal. Cette problématique affecte le financement de l'économie. Les banques, vous l'avez vu, ont posé les lenteurs dans le rendu des décisions de justice et effectivement ça affecte le portefeuille des établissements de crédit et bien entendu le recouvrement et ça handicape le financement de l'économie. Les petites et moyennes entreprises occupent une place non négligeable dans l'économie sénégalaise. Disposer d'un cadre juridique pour faciliter le traitement des litiges contractuels, une nécessité. Au Sénégal, si vous prenez 10 entreprises, les 9 sont des PME. C'est pourquoi vous entendez assez souvent la proportion 90% du tissu économique sont constitués de PME. Ces PME, donc, tant importantes par leur taille que par leur contribution à la croissance économique à hauteur donc de 20% en termes de valeur ajoutée et 30% à l'emploi. Il est important de travailler à la mise en place d'un climat des affaires incitatif, donc qui accentue les efforts entrepris dans le sens d'une bonne exécution des contrats et de la protection des investisseurs. C'est d'ailleurs dans ce sens que d'importantes mesures ont été prises par le ministère de la Justice. Aujourd'hui, il existe des chambres commerciales spécialisées et dans la formation des juges même, un certain nombre de modules supplémentaires ont été introduits qui permettent donc de renforcer les capacités des juges pour mieux traiter ces questions qui sont quand même complexes. La rencontre a enregistré la présence des différents acteurs. C'est l'objectif, mettre fin aux lenteurs judiciaires et traiter avec diligence les litiges contractuels. Les élus locaux de la région de Kolda s'initient aux procédures de passation de marché. 6 jours durant, ils ont passé en revue les textes relatifs à la législation en la matière. Initiative du projet Pôle de développement de la Casamance et le Centre de formation et de perfectionnement des travaux publics du ministère des Infrastructures. Kaltonguer. Après ceux de Ziguinchor, les élus locaux de Kolda ont à leur tour bénéficié d'une formation sur les techniques de passation de marché. En collaboration avec le ministère des Infrastructures, le PPDC veut outiller ainsi les collectivités locales pour une meilleure prise en charge des dossiers qui leur sont soumis. Nous sommes là pour dérouler au niveau de la zone sud 12 sessions de formation, 3 thèmes sur la passation des marchés de travaux et génétique. Cette session fait suite à une session qui a été déroulée à Ziguinchor au mois d'avril. Et la cible, ce sont les collectivités locales, les ARD, les cellules d'appui au développement local, la direction des routes. L'acte 3 de la décentralisation consacre beaucoup de prérogatives aux collectivités. Donc cette formation est un atout et les élus en sont conscients. Vraiment, ce séminaire est venu à son heure parce que, vous savez, il y avait un ancien code, il y a eu un nouveau code des marchés. Les collectivités locales, donc c'est des contractantes de marché. Et il fallait en fait renforcer leur capacité pour qu'ils soient mis à jour. Donc c'est extrêmement important parce que les changements, d'ailleurs que nous avons eu à observer au niveau de cette formation, constatés au niveau de cette formation, c'est des changements extrêmement importants et qui rentrent effectivement dans le cadre de ce qu'on appelle la décentralisation. Cette formation fait partie des moyens que l'État du Sénégal, le ministère des Routes, le PPDC, son pôle, et le centre de formation et AGEROUTE, de donner les moyens aux élus municipaux et aux techniciens de conduire les projets de développement dans le domaine des routes, des services et des fournitures. Alors donc, ça veut dire qu'il faut bien
qu'on nous forme, qu'on nous capacite dans la passation des marchés. Durant 6 jours, les participants ont passé en revue les textes relatifs à la passation des marchés, les règles de transparence, entre autres. Ça s'est bien passé avec vraiment une véritable implication et appropriation des maires par rapport au module de formation qui leur a été proposé. Ils ont bien suivi, ils ont eu de bonnes réactions, ils ont posé les bonnes questions. Ce sont des sessions de formation pour le renforcement des capacités des ARD et des collectivités locales qui constituent la sous-composante 2.4 de la composante 2, accessibilité rurale du PPDC. Il y a un arrêté important du ministre de l'économie et des finances et du plan du Sénégal qui a été pris en application par le Code des marchés publics, qui prend en application du Code des marchés publics, qui en tout cas retrace la procédure de la passation des marchés pour les communes dont le budget initial est inférieur à 300 millions de francs CFA. Attestation en main, ces élus vont traduire en actes les connaissances reçues, ceci dans le seul but de développer leur collectivité locale. La logique de moyens ne sous-tend plus la gestion publique. Depuis des années et de plus en plus, la logique des résultats prend le dessus sur les politiques publiques. C'est dans ce sens que presque toutes les structures publiques qui sont autonomes dans la gestion ont signé des contrats de performance avec l'État. Les CDP, comme on les appelle, obéissent à un objectif d'efficacité. C'est le sujet de la rubrique économie de ce jeudi avec Aram Dawa. Inefficace, rigide. De tels qualificatifs, l'État ne veut plus qu'ils collent aux structures publiques. Voilà à peu près 6 ans que les maîtres mots sont désormais efficacité, efficience, qualité, l'esprit même des contrats de performance. Il y a une exigence d'efficacité socio-économique. Là, on se place du point de vue du citoyen en termes d'attente ou en tout cas d'effet attendu des politiques publiques. Il y a une deuxième dimension, c'est la dimension efficience. Là, on se place dans la posture du contribuable en termes d'optimisation des ressources. Il y a une troisième dimension qui est la dimension qualité du service rendu. C'est la nouvelle gestion publique qui passe d'une logique de moyens à une logique de résultats. Les contrats de performance concernent toutes les structures publiques ou parapubliques autonomes dans la gestion. Le contrat doit laisser apparaître clairement l'engagement des parties. L'État s'engage à vous allouer des ressources, vous vous engagez à atteindre des objectifs. On doit présenter un rapport annuel de performance. Il faut un bon dispositif pour suivre un peu comment on fait bouger les indicateurs, est-ce que les activités sont bien menées. L'université Cheikh Anta Diop est sous CDP depuis 2012. Avec une enveloppe initiale de 9 milliards, elle s'est engagée à réaliser 5 grands objectifs: amélioration de l'efficacité interne, de la qualité de l'enseignement, de la gouvernance, de ses relations avec le monde du travail et utilisation d'éthique. D'abord, pour ce qui concerne l'efficacité interne, nous avons mis en place un dispositif qui est baptisé le tutorat. Donc, c'est des tuteurs qui ont été recrutés pour aider les étudiants qui sont en difficulté. Et c'est le CDP qui paye ces tuteurs-là. Toujours l'efficacité interne, les enseignants sont formés en pédagogie universitaire. Ce n'était pas le cas avant. Pour ce qui concerne les TIS, vous allez dans toutes les structures de l'UCAD et vous allez constater on a pu acquérir beaucoup de matériel qu'on a distribué aux établissements pour améliorer les conditions de travail. Pour ce qui concerne les relations avec les entreprises, aujourd'hui avec tous les syndicats de patrons, nous avons un accord de partenariat. Les régies financières de l'État sont aussi des habitués des CDP. La douane en est à son 2e. C'est une nouvelle vision, c'est une feuille de route que la direction générale des douanes a. Cette feuille de route permet au directeur général d'avoir une visibilité large sur ce que nous sommes appelés à faire et ce que nous faisons présentement. Aujourd'hui, avec ce contrat, il faut comprendre que le ministère de l'économie et des finances s'est engagé à financer un certain nombre de projets qui vont à terme permettre à l'administration des douanes d'être plus compétitive, plus performante. La douane souligne comme acquis de ces CDP qui s'adossent sur un plan stratégique la modernisation de son administration ou encore les recettes. Vous savez que la douane participe au tiers des recettes de l'État. L'année dernière, nous en avons engrangé plus de 500 milliards, ce qui n'est pas moins important, compte tenu de l'utilisation que l'État en fait. Le second volet, c'est notre métier de tous les jours, c'est la sécurisation, c'est le volet lutte contre la fraude. Des performances, l'État en attend aussi des agences comme la CEPEX qui promeut les exportations.
En fin décembre 2015, elle a également signé. Les objectifs, bien entendu, sont liés aux chiffres, globalement. Nous nous retrouvons sur 2015 avec une croissance des exportations soutenues à plus 13,7%. On est à 1370 milliards des exportations sur l'année. L'objectif, c'est chaque année d'avoir au moins 10% de croissance des exportations, mais également d'avoir un management stratégique qui permet un pilotage excellent de la politique des exportations, d'améliorer l'offre exportable, d'accéder au marché, mais également de labelliser le Made in Sénégal partout dans le monde, quel que soit le secteur, quelle que soit la filière. Chacun a sa part d'objectifs et de moyens. Chacun doit aussi produire des résultats. Les experts en gestion connaissent bien le modèle. Ces contrats nous obligent à respecter ce qu'on appelle le processus de gestion. Quand nous l'enseignons aux étudiants, nous disons c'est un processus à 3 étapes. Vous avez information, décision, contrôle. Donc celui qui gère, il lui faut générer toute l'information utile pour la prise de décision efficace. Il lui faut prendre des décisions efficaces. Mais une fois qu'il prend les décisions, il doit contrôler l'efficacité de ces décisions. Les CDP sont généralement sur 3 ans renouvelables. Chacun signe avec sa tutelle. Les administrations ont une marge de manœuvre, mais à la fin, elles sont toutes évaluées. La rubrique économie, c'est tous les jeudis. L'Université de Nantes va délocaliser son master en droit et sécurité des activités maritimes au centre Traine-Mar de Dakar. La formation se fera par le biais d'un système couplé en enseignement à distance et en présentiel. Les deux parties ont tenu une cérémonie de signature de convention cadre d'Amsila. Avec la signature de cette convention, le centre Traine-Mar de Dakar vient de franchir un nouveau palier dans sa démarche de mise en œuvre de son offre. Le partenariat va permettre à l'Université de Nantes de délocaliser son master en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques au centre Traine-Mar par le biais d'un système couplé en enseignement à distance et à présentiel. C'est surtout un grand pôle universitaire, très réputé par la qualité de son expertise en matière maritime et océanique. De la finance maritime à l'ingénierie navale, en passant par l'aménagement du littoral et la sécurité de la navigation, la ville de Nantes, son centre universitaire, polarise donc l'ensemble des matières touchant la relation homme-mer. Nous nous plaçons effectivement dans cette perspective qui est de voir le maritime de manière globale, de travailler avec le Sénégal, non seulement sur les questions portuaires, mais plus globalement sur tout ce qui peut concerner la mer. L'Université de Nantes est très réputée par la qualité de son expertise dans le domaine maritime et océanique, raison suffisante pour le gouvernement du Sénégal de nouer un partenariat avec elle pour le renforcement des capacités des acteurs du secteur. Le succès de la formation professionnelle universitaire, formation professionnelle, est fortement lié au monde de l'entreprise et cette relation permettant d'apporter un regard neuf sur la marge de l'entreprise et son coût sur la valeur ajoutée. Le partenariat qui nous réunit aujourd'hui constitue non seulement l'amorce d'une coopération pérenne et la conjonction d'une volonté commune affichée pour un succès éclatant, mais aussi le souci de faire briller les expertises des deux parties prenantes, à savoir l'Université de Nantes et le Centre Traine-Mar de Dakar. L'assistance technique de l'Université de Nantes au centre Traine-Mar est un exemple parfait de coopération entre le Sénégal et la France. Avec cet accord, notre pays va disposer de ressources humaines plus compétentes dans le domaine maritime et océanique. Et puis le cadre national pour les services climatologiques a été validé ce jeudi. Cet outil d'informatique pour les décideurs va leur permettre de dérouler de bonnes stratégies pour faire face aux conséquences des changements climatiques. Yvette Sen et Ney Aïdadjar. Ce cadre national pour les services climatologiques est un outil d'aide à la prise de décision. Pour prévenir l'impact des changements climatiques, il faut des informations fiables et permettre ainsi aux décideurs d'agir en amont. Ce cadre va apporter d'abord, va fédérer tous les secteurs qui sont concernés. Je parle de l'énergie, le secteur qui s'occupe également des risques. Nous avons également le transport, nous avons le tourisme, nous avons l'énergie. Tous ces secteurs, la sécurité alimentaire aussi, tous ces secteurs prioritaires doivent mettre en place ce qu'on appelle une synergie afin de pouvoir lutter contre ces changements climatiques.
Le processus de création de ce cadre national des services climatologiques est entamé depuis 2014, une recommandation de l'Organisation météorologique mondiale qui demande aux États d'utiliser cet outil. Beaucoup d'investissements, beaucoup d'activités sont météo-sensibles ou climato-sensibles et le Sénégal, qui a peu contribué aux émissions des gaz à effet de serre qui sont la cause du changement climatique, en subit par contre beaucoup les impacts, que ce soit au niveau des inondations, des sécheresses, des vagues de chaleur et sur mer aussi l'acidification, l'augmentation de la température qui a des conséquences sur les ressources halieutiques, ainsi que l'érosion et les inondations côtières que tout le monde a pu constater. Des secteurs tels que l'agriculture, l'hydraulique, la santé, le tourisme, entre autres, devraient profiter de ce cadre national des services climatologiques. Objectif, réduire la vulnérabilité des États devant les conséquences néfastes des changements climatiques. Nous parlons à présent de cet atelier de partage sur le cadre législatif et réglementaire de l'urbanisme. La rencontre a pour but de permettre une appropriation par le public cible de la législation foncière dans un contexte de croissance de la population urbaine. Le respect des normes doit être de rigueur. Une innovation accompagne tout ce processus au Sénégal. Il s'agit de la dématérialisation de la procédure d'autorisation de construire. C'est Dina Duntiko. Le cadre législatif et réglementaire au centre des discussions. Cet atelier réunit les différents acteurs du secteur pour un meilleur partage des informations, l'objectif étant de mieux faire connaître les domaines d'intervention de l'urbanisme. Nous voulons échanger avec tous les acteurs urbains parce que ce que nous le faisons avec beaucoup de structures, aussi bien étatiques que privées, y compris même la société civile. Et nous avons quand même constaté qu'il y a un déficit de communication entre ces différents acteurs. Dans un contexte de déséquilibre spatial à la fois à l'échelle globale et celle de la capitale, il urge de débarrasser le tissu urbain de ces incohérences, résultant entre autres d'un contrôle jugé insuffisant des occupations foncières. Comme conséquence, on note une prolifération des habitations spontanées, ce qui n'est pas sans incidence dans la recherche de solutions pour résorber le déficit en logement du Sénégal qui est de 300 000. Sur ce plan, l'État entend faciliter la tâche au secteur privé, partenaire privilégié, dans la réponse à la demande. L'une des mesures phares est la dématérialisation de la procédure relative à la délivrance de l'autorisation de construire, mesure issue de la communalisation intégrale consacrée par l'acte 3 de la décentralisation. L'ADIE est en train de faire le nécessaire pour renforcer les capacités et mettre en place tout le matériel qu'il faut pour qu'il y ait vraiment une dématérialisation totale et complète de cette procédure-là, pour que chaque citoyen en tout cas puisse déposer sans difficulté en ligne son dossier. Ceci est bien sûr un des pas vers un meilleur taux de couverture des communes en documents de planification urbaine. Pour l'heure, il est inférieur à 5%. Il en faut plus pour prendre en charge les 12 000 hectares à aménager pour couvrir les besoins en pôle urbain des 14 régions du Sénégal. À présent, je vous invite à faire un tour dans un des quartiers, les communes les plus bruyantes de Dakar. Dans le cadre de notre série de reportages sur Grand Yoff, nous faisons un focus sur le marché de Grand Yoff, construit en 1961. Depuis, il s'est agrandi au grand bonheur des habitants et c'est tout type de commerce qui s'y développe. Aminata Bengfal. Le bassin de rétention de Grand Yoff, c'est ici qu'était implanté le marché en 1961. Au fil des ans, cet espace est devenu trop petit pour accueillir les habitants du quartier et ceux des localités environnantes désireux de s'investir dans le commerce. Le marché se trouvait entre les deux voies et à un moment on a voulu en faire une place publique. 12 ans plus tard, en 1973 exactement, le marché fut délocalisé à son emplacement actuel. Depuis, il a connu bien des changements. Au début, il n'y avait que des tables sur le marché. Par la suite, on a construit des cantines et aujourd'hui, il y a même une terrasse.
Des changements qui sont à l'origine de son envergure actuelle, le marché Grand Yoff n'a rien à envier aux autres lieux de commerce de la capitale. On y trouve tout, des légumes, du poisson, bref, tous les produits alimentaires. J'achète les légumes au marché Castor pour les revendre ici. Mais il faut dire que l'activité ne marche plus très bien. Cependant, ces vendeurs souffrent de l'émergence d'autres marchés tout autour. Avant, on allait de Pikine, Yoff et Yarar pour acheter du poisson. Marché tout autour, raison pour laquelle on a du mal à écouler nos poissons. Le marché Grand Yoff, c'est aussi la vente de tissus, mais également de produits cosmétiques. Deux activités qui, depuis quelque temps, tournent au ralenti. Il y a beaucoup de commerçants qui ont investi le secteur, c'est pourquoi les choses ne marchent plus comme avant. Le pouls de Grand Yoff bat dans le cœur de son marché fréquenté par ses milliers d'habitants. Il occupe une place centrale dans la vie des populations de ce quartier de la capitale. Justement, s'il y a une activité qui occupe bien des habitants de Grand Yoff, c'est le commerce, le petit commerce plus précisément. C'est qu'à Grand Yoff, la clientèle ne manque pas, qu'il s'agisse de café, de petit déjeuner ou de simples coupe-faim. Il y a toujours demandeurs au grand bonheur des vendeurs. Le reportage de Ney Koumadiaï et Aram Daoua. Si Nyassa n'a pas jugé nécessaire de soigner sa mise pour aller chercher son pain du matin, c'est parce qu'elle n'est pas du tout loin de chez elle. De part et d'autre, il y a les vendeuses de légumes, de petits déjeuners, du tout vraiment. Nyassa habite Grand Yoff, au quartier d'Ida. Son déjeuner, c'est chez Mère Fatou qu'elle le prend, à 2 pas. Je vends les spaghettis, omelettes, mayonnaise, haricots, notre haricot, petits pois, foie, bien cuisiné. Je ne dis pas le foie congelé, des foie naturels. Tapis dans son coin, loin des zones dédiées, la dame a une clientèle bien à elle. De quelle heure à quelle heure? Je commence presque à 8 heures. Élèves yi jënd nañu dem jàngi xam nga ñoom pain spaghetti 100 francs tu as vu les autres grands yi bu ci kanamee tuuti bu ñu yeewoo jënd sandwich foie des fois omelette avec tomate farcie et autre chose bien mariné bien malamana. Un autre qui s'est fait une adresse à Grand Yoff, Mohamed. Ici, c'est le bastion du café. Cheikh Khadim Kane. Et vous savez que le café Touba attire toujours du monde. La cantine fonctionne 24 heures sur 24. On rend grâce à Serigne Touba. Le café marche hyper bien. Les gens peuvent prendre jusqu'à 10 verres et c'est sans effet. Ils sont nombreux à avoir flairé le coup du petit commerce à Grand Yoff. Mohamedou Mansour a trouvé la corrélation entre le petit commerce et son métier de maître coranique. J'ai vu en fait qu'à la récréation, les enfants se déplacent loin pour acheter à grignoter. J'ai même eu un cas terrible un jour. Un petit qui a traversé la route vers 10 heures, il a été fauché mortellement. Je n'en revenais pas. Il était parti acheter. Des fois, je ne m'en sors pas, comme avec présentement la mangue qui ne me procure que 100 francs de bénéfice. Mais bon, c'est une manière pour moi d'encadrer les enfants. Cela fait 6 mois maintenant qu'il a engagé une vendeuse au service des enfants. J'ai de la mangue, du chocolat, du pain de singe, jujube, cacahuètes, etc. Même si les bénéfices ne sont pas toujours au rendez-vous, ils arrivent tout de même à caser les petits, principaux clients des commerces de quartier. La nuit, c'est tout un autre décor à Grand Yoff. Jusqu'à des heures tardives, la commune connaît une influence assez particulière due en partie à l'intensification des activités commerciales. Du coup, nombreux sont ces marchands qui y trouvent leur compte. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les clients ne font pas défaut, c'est Lina Luntico. Des va-et-vient incessants de personnes et de voitures.
C'est le lot quotidien de Grand Yoff. La nuit, la commune ne saurait s'endormir sans sa berceuse propice aux bonnes affaires. Ce vendeur d'articles pour hommes ne dit pas le contraire. Entre les prières de Timis et de Guéwé, les clients affluent parce qu'à ce moment de la journée, beaucoup reviennent du travail ou de voyage. Alors oui, nous vendons beaucoup à cette heure-là. Et les clients sont bel et bien au rendez-vous. À peine a-t-on le temps de regarder la télé. À peine de se déplacer à cette heure. En plus, les articles sont de qualité. Quasi tout le monde y trouve son compte, du marchand ambulant au vendeur de fruits, sans oublier la restauration. Nourou Kamara est pressé de répondre à nos questions. Notre caméra a assez fait fuir ses clients. Les gens ont peur en réalité. Vous ne vendez que durant la soirée? Oui, de 17h jusqu'à tard dans la soirée. Et pourquoi avoir choisi ce moment? C'est l'heure la plus propice. Le matin, on n'a pas de clients. Le marché de Grand Yoff connaît une plus grande affluence la nuit. Adeptes de pickpocket, agresseurs y trouvent un terreau fertile à leurs activités, mais la police veille au grain. D'autres sujets sur Grand Yoff dans nos prochaines éditions, et c'est dans le cadre d'une série consacrée à cette commune. Dans l'actualité internationale, la mort de 5 casques bleus tchadiens au nord Mali et l'inculpation de Moïse Katumbi pour recrutement de mercenaires et puis la disparition d'un avion de la compagnie égyptaire. L'éventualité d'un crash non loin de la Grèce n'est pas écartée, cher Traoré. Parti de Paris la nuit dernière pour rallier la capitale égyptienne, le vol MS 804 n'arrivera jamais à destination. L'avion a disparu des radars avec à son bord 66 personnes, dont 30 Égyptiens et 15 Français. Des débris d'appareils ont été localisés en Méditerranée, non loin de la Grèce. Aux dernières nouvelles, la compagnie Egypt Air a confirmé que les débris retrouvés sont bien ceux de son Airbus A320. Sur les circonstances du crash, peu d'informations sont disponibles. L'aviation civile grecque indique que le commandant de bord a cessé de répondre aux appels des contrôleurs aériens lorsque l'appareil a rejoint l'espace aérien égyptien. L'avion a disparu des radars après avoir effectué 2 virages brutaux de 90 degrés sur la gauche, puis de 360 degrés sur la droite. Selon les autorités égyptiennes, la piste terroriste est pour l'heure plus probable que la défaillance technique. 5 casques bleus ont été tués dans une attaque au nord du Mali et 3 autres blessés grièvement. Ces militaires du contingent tchadien sont tombés dans une embuscade dans la région de Kidal, au nord d'Aguelok. Les casques bleus escortaient un convoi logistique lorsqu'ils sont tombés sur des hommes armés. Il y a eu une forte explosion suivie de tirs nourris selon des témoins contactés par Radio France Internationale. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi a été inculpé pour recrutement de mercenaires. L'opposant et candidat à la présidentielle est poursuivi par la justice pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. C'est ce qu'annonce le parquet général de la République à Kinshasa. La RTS a fêté hier le départ à la retraite de Khalil Touré, le directeur de la radiodiffusion nationale, boucle ainsi 26 ans de service. Le personnel lui a rendu hommage et fait de lui un modèle pour les jeunes agents. Maman Moussagnon. 26 ans au service de la RTS. Une carrière bien remplie pour Khalil Touré. L'homme a passé toute sa vie professionnelle à Radio Sénégal. C'est un homme qui sait gommer les aspérités parce qu'il sait rassembler les gens autour de l'essentiel, c'est-à-dire la radio, qu'il aime de façon viscérale, qu'il aime profondément et qu'il porte en lui. Le personnel des radios régionales vous dit merci. Merci pour l'avoir soutenu. Merci pour la compréhension dont vous avez fait montre pendant les moments difficiles. Professionnel des médias, Khalil Touré est un pur produit du CESTI, membre de la 16e promotion. La radio, c'est son affaire et il a toujours montré sa passion pour ce médium. On peut l'appeler l'intégriste de la radio ou l'intégriste de l'information. Il écoute la radio, mais aussi il écoute la télévision. Il est très professionnel, il est rigoureux dans le travail. Khalil, nous sommes passés par tous les états dans cette relation. Vraiment, on a bavé. Il fut des temps où ce n'était pas facile. Nous avons tenu bon. Moi, je lui souhaite le meilleur et je sais qu'il y a le meilleur qui l'attend parce qu'il a un joli cœur. Nous vous souhaitons un repos mérité et espérons que votre vie future, vous aurez beaucoup plus